Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Alors si vous deviez deviner à bord de quelle berline électrique de 5 mètres et plus de 2 tonnes je me trouve actuellement, à cruiser tranquillement à plus de 250 km/h sur l'autobahn, forcément les premiers modèles qui vous viendraient à l'esprit seraient plutôt la Porsche Taycan, l'Audi e-tron GT ou encore la Tesla Model S. Eh bien pas du tout, puisqu'il s'agit de l'Emeya, la dernière production de Lotus. Oui, le chantre de la légèreté, de l'équilibre, de l'émotion automobile. Alors il y a deux questions auxquelles on va devoir répondre. C'est est-ce qu'il s'agit d'un immonde blasphème à 4 roues ou d'une décision logique et raisonnable? Et 2, est-ce que c'est une bonne voiture électrique? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo et à vous abonner en cliquant évidemment sur la cloche pour ne rater aucune des nouvelles publications. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on a un gros cadeau pour vous. Voici donc la Lotus Emeya. Une berline électrique donc, que la marque qualifie même d'hyper GT, mais qui dans ses proportions donne presque l'impression d'un crossover à la façon d'une Kia EV6, même s'il y a déjà un SUV dans la gamme avec les lettres. Chacun aura son avis sur cette ligne absolument spectaculaire. Cependant, une chose est sûre, elle a été sculptée par le vent, avec au final un CX de seulement 0,21. Ça c'est à la fois bon pour les performances, mais aussi pour l'efficience. Et ce chiffre, pourtant déjà excellent, n'est rien par rapport à la fiche technique. Il y a en fait 3 versions d'Emeya, et les 2 premières ont un moteur sur chaque train de roue, délivrant un total de 612 chevaux et de 710 Nm. Pas mal pour une entrée de gamme, non? Mais accrochez-vous, celle que vous avez sous les yeux est la reine mère de la gamme, l'Emeya R, qui tourne tous les potards à 11. Jugez plutôt 306 chevaux à l'avant, 612 chevaux à l'arrière pour un total de 918 chevaux et de 985 Nm. Pour nourrir une telle cavalerie, vous vous en doutez, il faut évidemment une sacrée réserve d'électrons et on retrouve dans le plancher une colossale batterie lithium-ion sous 800 volts avec une capacité brute de 102 kWh pour 98,9 kWh de capacité nette. Enfin, pour la transmission, Lotus est inspiré de ce que Porsche et Audi ont respectivement fait sur les Taycan et e-tron GT avec une boîte de vitesse à 2 rapports permettant d'avoir à la fois des accélérations et des reprises extraordinaires. On parle en effet d'un 0 à 100 km/h expédié en 2,78 secondes et d'un 80 à 120 km/h en 1,7 secondes. Parce que oui, cette Emeya a énormément de cartes dans son jeu et la plupart sont des as. Lotus n'a en effet négligé aucun détail pour accueillir le conducteur et les passagers dans le plus grand déconfort, avec une liste d'équipements bien trop longue pour en faire ici le décompte exhaustif. Retenez cependant cette planche de bord spectaculaire percée de 3 écrans géants, un de 15,1 pouces au milieu pour le système d'infodivertissement, animé par, paraît-il, le plus puissant processeur que l'on peut trouver dans une automobile. Et de part et d'autre, un bandeau de 12,6 pouces servant d'instrumentation pour le conducteur et le même face aux passagers pour ne pas faire de jaloux. On pourrait aussi vous citer l'affichage tête haute de 51 pouces, la climatisation 4 zones ou les sièges avant pouvant se régler électriquement de 12 façons différentes. Mais si on doit retenir 2 éléments de plus, c'est d'abord la finition de très haut vol ainsi que l'espace aux jambes et à la tête absolument remarquable aux places arrière. Sur cet aspect-là, on se sent bien moins engoncé qu'à bord d'une Taycan. On termine ce passage en revue par un point sur le volume ou plutôt des coffres. Un élément important pour une routière. Il est de 509 litres à l'arrière, accessible via un haillon, et de 31 litres à l'avant, ce qui est parfait pour y glisser des câbles de recharge. Tout ceci est bien pensé et de fort belle facture, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'une Lotus? Mais je vous propose de continuer cette conversation en roulant. En attendant de sortir de cette magnifique ville de Strasbourg pour se dégourdir les roues sur les splendides petites routes alsaciennes, il va falloir parler des sujets qui fâchent, en commençant en premier par désigner du doigt l'éléphant se cachant tant bien que mal dans la pièce. Oui, l'une des plus célèbres citations de Colin Chapman, fondateur de Lotus et ingénieur automobile extraordinaire, est bien « Light is right », ce qui se traduit par « la vérité est dans la légèreté ». Cela a donné naissance à toute une dynastie de sportifs dépourvus de superflu qui ont marqué l'histoire de l'automobile.
automobile. Lotus a eu plusieurs vies, mais dans son histoire contemporaine, on a encore en mémoire l'Elise sortie en 1996. Malgré seulement 120 chevaux, elle offrait des performances de premier ordre puisque, avec son châssis en aluminium collé et sa carrosserie en fibre de verre, elle ne pesait que 673 kg. Et c'est là où il va falloir serrer les dents. 673 kg, c'est 50 kg de plus que la seule batterie de cette Emeya et c'est 2 tonnes de moins que l'ensemble de cette Emeya R. Et ça fait mal. Alors c'est sûr, quand on a 900 chevaux qui poussent derrière, on va pas vraiment le ressentir à l'accélération. Mais qu'en est-il en courbe? Et c'est là que revient une autre citation de Colin Chapman en tête. Ajouter de la puissance vous rend plus rapide en ligne droite, soustraire de la masse vous rend plus rapide partout. Aïe. Alors on va laisser quand même à l'Emeya le bénéfice du doute. C'est sûr que ces dernières décennies, on ne s'est pas affranchi du loi de la physique. Par contre, on a fait de gros progrès en matière de liaison au sol. Est-ce que ça va être suffisant? Eh bien, on arrive à l'endroit parfait pour le déterminer, ce que j'appelle une route à hélice, c'est-à-dire serrée, tortueuse et avec une surface très loin d'être parfaite. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Oh, la vache, que ça pousse! C'est hallucinant, on a l'intégralité des 918 chevaux qui passent au sol malgré un bitume qui est pas forcément super propre. Par contre, premier gros problème, gros point noir absolument évident, on a des sièges qui sont bien enveloppants, aucun problème de ce côté-là. Par contre, on a une assise qui est désespérément haute et ça nuit vraiment aux sensations. On a l'impression d'être au volant d'un SUV. Wow. On a une direction qui est précise, informative et plutôt rapide. Ouais, on aimerait bien en dire autant de la pédale de frein, où il y a un petit souci entre le transfert entre régénération et puis freinage effectif, freinage mécanique. Sinon, on a aucun bruit synthétique, on a juste le bruit des moteurs électriques, on va dire naturel. Et ça, c'est forcément un problème quand on a essayé la Ioniq 5N avec ses grondements bien réussis. Et puis cette fausse boîte de vitesse qui participe vraiment à l'ambiance et puis permet de se rendre vraiment compte de sa vitesse. Et forcément, il y a un avant et un après Ioniq 5N. Hein. Wow. Et bon, tata, je vais me calmer un petit peu là. Je vais me remettre les idées en place, les idées au clair. Alors, est-ce que c'est efficace? Ça oui, il n'y a aucun doute à ce sujet. Par contre, est-ce qu'on s'amuse vraiment sur ce genre de petite route en Emeya R? C'est plus compliqué à déterminer. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des liaisons au sol entièrement actives depuis les suspensions jusqu'aux barres anti-roulis. Et du coup, eh bien, ça laisse un certain flou artistique où là on en est de l'adhérence et surtout là on en est de votre talent parce que ça compense constamment. Et ce genre de flou, c'est pas trop ce qu'on a envie d'avoir quand on a plus de 900 chevaux sous le pied droit, je vous le cache pas. Du coup, on se surprend à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire lever le pied et puis profiter de l'Emeya pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un cocon où règne calme et volupté à vitesse moyenne. Et du coup, c'est ça qui en fait au final une vraie routière. Et c'est peut-être ce qu'on attendait d'une Bentley électrique peut-être. Est-ce que cet essai ne fait que confirmer ce qu'on pensait bien avant de prendre le volant de cette Emeya? Oui, du coup, on peut comprendre la déception des grands adorateurs de Lotus et de ses valeurs, mais est-ce que ça vaut mieux que pas de Lotus du tout? Parce qu'on ne va pas se mentir, si les Britanniques sont connus pour concevoir les meilleures voitures sportives de la planète, c'est pas les premiers pour concevoir un modèle économique stable et pérenne, si l'on en croit le destin de la très grande majorité des artisans automobiles anglais. Et les chiffres ne mentent pas. En 2018, juste après le rachat majoritaire de Lotus par le chinois Geely, la marque écoulait péniblement 1600 unités dans le monde. L'année dernière, par contre, ils ont frôlé les 7000 unités, dont 63% d'électriques. Au-delà de l'aspect économique, il y a aussi aujourd'hui une réalité technique. En l'état actuel du développement des batteries, même s'il avance à pas de géant, on ne sait pas encore faire un roadster électrique qui soit à la fois sous la tonne dans la grande tradition de Lotus et qui offrirait par ailleurs une autonomie acceptable. Mais il ne fait aucun doute qu'on y parviendra un jour et que Lotus fera partie des premiers à proposer un tel produit. Et plutôt qu'on ne le pense, mais chut,
on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Et même si cet Emeya pèse probablement aussi lourd que le cottage dans lequel habitait Colin Chapman, il y a de fortes chances que de nombreux éléments qu'elle présente auraient plu à son œil d'ingénieur automobile de génie qui était surtout fan de sport mécanique et de F1 en particulier. On parle souvent de cette option quasi maladive qu'il avait pour le poids, mais c'était avant tout un moyen d'arriver à son but. Car au final, peu importe les ingrédients de la recette, l'objectif pour lui, c'était d'avoir la victoire au bout. Pour commencer, il serait probablement resté totalement bouche bée face à la puissance démesurée de cet Emeya. C'est juste le double des F1 qui sortaient de ses ateliers à l'époque. Mais ça n'est pas tout. En 1981, Lotus sortait la 88, une Formule 1 tellement révolutionnaire par ses éléments aérodynamiques actifs qu'elle a été bannie instantanément par la FIA sans avoir effectué la moindre course. L'Emeya, elle, n'a pas à se plier à un règlement quelconque en la matière. Et ça se voit. Pour commencer, elle a été soigneusement conçue en soufflerie pour que l'air passe autour mais aussi à travers sa carrosserie pour réduire sa traînée et augmenter l'appui. Mais ça n'est pas tout. Voilà ce qui aurait fait briller les yeux de Colin Chapman. Les volets de la calandre s'ouvrent automatiquement pour refroidir le moteur, la batterie ou les freins et se ferment afin de réduire la traînée aérodynamique et ainsi augmenter l'autonomie de jusqu'à 21 km. L'aileron biplan déployable, quant à lui, peut générer jusqu'à 215 kg d'appui. Enfin, les béquets avant et diffuseurs arrière actifs offrent jusqu'à 76 kg d'appui aérodynamique ou 11 km d'autonomie supplémentaire selon leur position. Il ne fait aucun doute que Colin Chapman aurait voulu aussi examiner de près les suspensions pneumatiques entièrement pilotées de cet Emeya. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a conçu la toute première Formule 1 à amortissement piloté. Il s'agissait de la 92 et c'est sa dernière œuvre avant son décès en 1982. Au moment de ralentir, Colin Chapman aurait été totalement fasciné par le choix qui lui est offert entre soit compter sur la régénération via la palette de gauche sur 4 niveaux, même si le niveau le plus haut est encore un petit peu faible, ou alors, traditionnellement, freiner avec un système absolument gigantesque à la mesure des performances. À l'avant, on a des étriers à 10 pistons, à l'arrière 4 pistons et des disques carbone céramique de 420 mm à l'avant et 410 mm à l'arrière. Il faut bien ça face aux 2,6 tonnes de l'ensemble, hein, on est d'accord. Il y a aussi d'autres départements qui auraient défié son imagination, comme le système de lidar scannant et cartographiant les environs en temps réel, ou encore les rétroviseurs caméra, même si le positionnement de l'écran gauche est, disons-le tout net, absolument atroce. Mais là où l'ami Chapman aurait pu être aussi particulièrement fier, c'est en sachant que l'Emeya se place parmi les voitures électriques les plus efficaces au monde au chapitre de la recharge. On commence par le courant alternatif, où on fait pas mieux que les 22 kW annoncés, mais c'est encore plus spectaculaire quand on passe au courant continu, puisque Lotus annonce qu'elle peut encaisser jusqu'à 350 kW, ce qui donnerait un temps pour passer de 10 à 80% sous les 20 minutes, mais officieusement, comme notre Valentin a pu le découvrir de ses yeux lors d'une démonstration, elle pourrait supporter jusqu'à 400 kW, voire plus, avec un délai d'attente qui passe sous la barre des 14 minutes. Alors ce sont des chiffres fantastiques, c'est super pour frimer à l'apéritif, mais il y a des petits caractères à lire en bas de page et du coup je me suis procuré le savoir d'un expert. Il s'agit de Mathieu Mernia, qui est responsable des opérations chez ChargeMap Business. Alors, comment on atterrit ici ? Eh bien, on a pris notre application ChargeMap, comme beaucoup de monde, et on a localisé les bornes les plus puissantes de notre coin, et on est tombé sur cette Ionity qui est affichée avec des puissances qui dépassent les 400 kW. C'est super, ça ? Ouais, c'est super. C'est une valeur sur le papier qui est énorme. Ah, c'est sur le papier encore ? Bah, en tout cas, c'est ce qu'ils affichent sur le papier. D'accord. Mais en tout cas, la valeur, elle est très intéressante parce que je crois qu'il n'y a pas trop de véhicules qui atteignent de telles puissances. Mais je vais un peu nuancer tout ça. D'accord. C'est vrai que 400 kW, du coup, c'est une valeur de puissance qu'on a rarement vue sur un véhicule en recharge. Dans les faits, c'est très difficile à atteindre sur le terrain, sur des bornes de recharge. Pourquoi ? Parce que pour atteindre une telle puissance, déjà, il faut que les conditions soient idéales pour la recharge. Il faut que la température de la batterie soit optimale. Donc, il faut un préchauffage de la batterie. Il faut que la température, que la météo le jour de la recharge soit enclin. Donc 25 degrés. On est pas mal là. On est pas mal aujourd'hui, on est pas mal. Il faut que la station n'ait pas de contrainte à pouvoir délivrer une telle puissance. Donc, il n'y ait pas de contrainte sur le réseau électrique. Il
faut être sur un connecteur unique qui puisse délivrer une telle puissance et ne pas avoir une borne de recharge qui soit séparée en deux pour pas que vous ayez un voisin qui vienne récupérer la moitié de la puissance de la borne. Donc en théorie, c'est beau, mais dans les faits, je suis pas sûr qu'on puisse atteindre une telle puissance. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut vraiment que toutes les étoiles soient alignées. Ah, il faut que toutes les étoiles soient alignées pour qu'on puisse atteindre une telle puissance. Et en plus de ça, aujourd'hui, en France, il n'y a pas beaucoup de stations qui atteignent les 400 kW. Je pense qu'on arrive assez facilement à trouver des stations qui atteignent les 350 kW, comme aujourd'hui sur la borne Unit sur laquelle on se trouve. Mais 400 kW, à part quelques projets de démonstration que j'ai pu trouver sur Internet, ou des stations dédiées pour les poids lourds, ça va pas être possible. D'accord, je te sens dubitatif, mais moi je propose qu'on finit de lancer cette charge. Allez. On va prendre notre petit calepin, on va prendre des notes, et puis on va voir combien on peut tirer de cet EMEA. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche. Allez, on y va. Une fois la charge lancée avec notre carte de ChargeMap, on s'attendait à une très grosse performance de la Lotus EMEA, vu sa fiche technique flatteuse sur cet exercice. Et nous n'avons pas été déçus, loin de là même, puisqu'elle a dépassé toutes nos attentes. Voilà, on vient de faire notre test, alors dans des conditions qui sont proches de l'idéal, mais pas tip top quand même, c'est-à-dire qu'on a une bonne température, on a préchauffé la batterie. Au début, au moins, on était tout seul sur le site. Après, il y a des gens qui sont venus. Mathieu, je peux voir ce petit sourire, cet œil qui brille. Ouais. Des charges comme ça, t'en as pas vu des masses dans ta vie? Non, j'en ai pas vu des masses. Alors, t'as pris des petites notes. Ouais. Qu'est-ce qui ressort? Écoute, déjà, globalement, la charge, elle est impressionnante. Donc, on a commencé à 8%, c'est ça? Ouais. On a commencé à 8% et on s'est arrêté à la fin à 95. On a commencé sur les chapeaux de roue parce qu'on a atteint déjà une puissance de 360 kW. Donc c'est le maximum, voire même un petit peu plus que ce que la station est en mesure de délivrer. Donc impressionnant. On avait apparemment un 10% à 80% à faire en moins de 20 minutes d'après le constructeur. C'est ça. Écoute, on a explosé le chiffre parce qu'on l'a fait en 15 minutes, un peu moins de 15 minutes. Ouais. Et c'est pas tout en fait, il y a d'autres chiffres qui ouais. En fait, on a tenu plus de 300 kW sur les 60 premiers pourcents de la batterie. C'est énorme. 60% de batterie à 300 kW. Et sur la partie 60%, 80%, on était quand même à plus de 200 kW, ce qui est extraordinaire. Et en fait, il y a des voitures actuellement sur le marché qui atteignent même pas cette puissance-là en début de charge. Après 80%, on commence à descendre, c'est normal, j'ai envie de te dire, faut un petit peu préserver la batterie aussi. Mais on finit sur du 150, 100 kW jusqu'à 95%. Par rapport à ce qu'on avait vu sur les données théoriques qu'on avait pu récupérer en amont, t'étais dubitatif et là, non, mais convaincu là. C'est vrai qu'on avait une courbe de charge qui était très impressionnante. Ouais. Sur les données qu'on avait récupérées d'un banc de test sur lequel le véhicule était branché, en fait, on atteignait 400 kW sur les 30 premiers pourcents de recharge, ce qui était assez énorme. Écoute, nous on a tenu en fait plus de 300 kW sur bien 60%. Donc en fait, cette voiture atteint des niveaux de puissance faramineux. Donc grosse claque quand même dans cette grosse batterie. Claque dans cette batterie. Est-ce que c'est une bonne chose à long terme? Je ne sais pas. En tout cas, la batterie semble assez robuste pour se prendre une grosse claque. À voir comment elle vieillira dans les prochaines années. Par contre, c'est bien beau de charger très vite, mais l'efficience a aussi son mot à dire. Pour l'EMEA, sur le papier, la version dite de base offre jusqu'à 610 km en une charge. Mais il faudra se contenter officiellement de 435 km pour cette version R. Dans la réalité, nous avons même relevé une consommation moyenne autour des 25 kWh au 100 km, ce qui donnerait une autonomie réelle de l'ordre de 400 km. Dans ce domaine, on s'éloigne donc des meilleurs, mais dans l'absolu, cela autorise tout de même plus de 3 heures de conduite à vitesse autoroutière, soit bien au-delà des préconisations de la sécurité routière. En matière de concurrence, croyez-le ou non, mais le marché des berlines électriques de 600 à 900 chevaux, voire plus, se montre plutôt fourni.
Les 109 à 154 000 euros demandés pour cette Emeya la placent dans la même catégorie que les cousines Porsche Taycan et Audi e-tron GT qui viennent d'être mises à jour. On retrouve sensiblement les mêmes performances à version correspondante et le même soin apporté à leur conception, mais avouons-le, un toucher de route supérieur qu'elles font cependant payer de plusieurs milliers à quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires. Et puis évidemment, on ne peut pas ne pas citer la Tesla Model S Plaid, qui ne peut pas prétendre au même raffinement, c'est certain, mais qui est un épouvantail de 1020 chevaux en matière de performance pour 50 000 euros de moins que cette version R. Alors, est-ce que cette Lotus Emeya a en elle l'ADN typique de la marque ? Eh bien, comme on l'a vu, sous certains aspects, non, mais sous d'autres, oui. Une chose est sûre, c'est que la marque de Colin Chapman, qui adorait plus que tout les défis et surtout gagner, a réalisé le tour de force de se placer en seulement quelques années parmi l'élite mondiale de la voiture électrique. Et ça, ce n'est pas rien. Et pour fêter ça, ChargeMap, le partenaire de cette vidéo, a organisé un concours où vous pouvez gagner un badge en or ChargeMap avec dessus 200 € de crédit recharge. Comment y participer ? Eh bien, c'est très simple. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en n'oubliant évidemment pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt.